Ça y est, on est enfin le 15 août. J'ai eu le droit à un petit orage et je peux enfin faire l'effort de filmer une vidéo sans me liquéfier de chaleur. Donc j'en profite, je vous filme les coups de cœur du mois de juillet, tant attendu, je sais, tout le monde vraiment attend de savoir qu'est-ce que j'ai aimé en juillet. Donc on va en parler tout de suite et on va commencer comme d'habitude avec les livres. J'ai lu que 3 livres ce mois-ci et j'ai un vrai favori, La littérature et le mal de Georges Bataille. J'ai fait une vidéo de 57 minutes sur ce livre, donc je pense que on va pas en parler pendant des heures, littéralement. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue, si ce livre-là vous intéresse. Je le recommande de toute façon si la question du mal en littérature vous intéresse, ça paraît évident. Si la question de comment dire la violence et surtout la question de la morale en littérature, est-ce que on doit écrire en gardant en tête ce qui est bien, ce qui est mal? Est-ce qu'on peut écrire pour dépasser la morale? Est-ce qu'on doit écrire pour dépasser la morale? C'est toutes ces questions sur lesquelles se concentre Georges Bataille, qui est un de mes écrivains favoris. Mais voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Encore une fois, vous avez 57 minutes de vidéo qui vous attendent si jamais ça vous intéresse. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est pas un coup de cœur, mais j'en parle parce que j'aime beaucoup Dostoïevski. D'habitude, enfin, vraiment il est dans mon top 3 des meilleurs écrivains de tous les temps. J'adore Dostoïevski et j'ai lu en juillet L'Idiot, que malheureusement je n'ai pas aimé plus que ça. J'ai mis 3,5, c'est pas mauvais, j'aurais mis moins si ça avait pas été Dostoïevski, je suis très honnête avec vous. En fait il y a un chapitre dans le tome 1 que j'ai absolument adoré, il y a la fin du tome 2 que je trouve bouleversante et vraiment super. Mais dans L'Idiot, on suit le personnage de l'Idiot qui est le prince Mishkin. Je sais pas s'ils transcrivent correctement en français, s'ils mettent le... Bon bref, on s'en fiche. Donc c'est le prince Mishkin en français qui va arriver en Russie après une cure qu'il a vécue en Suisse parce qu'il était idiot et donc pour devenir moins idiot. Et en fait on va le voir pendant 1000 pages à peu près évoluer dans la société russe et c'est pas le livre le plus possédé de Dostoïevski. Si vous connaissez Dostoïevski, vous savez que ça arrache niveau dépression et niveau psychologie, niveau philosophie, c'est vraiment trop génial. C'est toujours plein de réflexions mais hyper intéressantes justement sur la morale dans Crime et Châtiment, sur la religion dans Les Frères Karamazov, sur la question de culpabilité, de faute, que des trucs que je trouve vraiment passionnants. Là on est plus dans le Dostoïevski qui explore un peu la mondanité, la psychologie humaine mais pas dans son sens tourmenté, juste la psychologie humaine. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nastasia mais on la voit pas tant que ça et j'ai bien aimé le fait que Dostoïevski profitait de ce livre pour parler, mais il les mentionne. Pour moi c'est pas du tout assez creusé, mais pour mentionner ses crises d'épilepsie, donc le fait qu'il vivait avec cette maladie. J'aurais aimé en voir beaucoup plus. Voilà, j'ai été un petit peu déçue par ma lecture, c'est de loin, encore une fois, pas du tout mon préféré de Dostoïevski, c'est ce que j'ai dit dans mon petit vlog lecture que j'ai publié en forme de short, si jamais vous l'avez pas vu. Je le recommande si vous avez aimé Le Joueur de Dostoïevski parce que je trouve que c'est un peu cette même branche de littérature. Il a un peu 2 types d'écriture je trouve. D'un côté on a tout ce que j'adore, c'est-à-dire Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov, Les Possédés, Le Rêve d'un homme ridicule, Les Nuits blanches, et de l'autre côté on a Le Joueur, L'Idiot, qui sont finalement ces textes les plus autofictionnels je pense, mais qui du coup vont beaucoup moins loin dans l'interrogation morale ou dans toutes ces questions philosophiques et religieuses qui d'habitude intéressent beaucoup Dostoïevski. Je pense que ça peut plaire, mais c'était pas trop ma branche à moi de la littérature russe et c'est pas quelque chose que je recommanderais si vous aimez les écrits très psychologiques, très noirs. Probablement vous aimez ça si vous êtes tombé sur ma chaîne, ou alors peut-être que vous aimez pas ça et que vous me suivez juste parce que je suis une personne très sympathique, c'est possible aussi. C'est tout pour les livres. Côté film, j'en ai plusieurs à recommander parce que j'ai fait une vidéo 7 jours 7 films et donc j'ai vu un peu plus de films, je me suis motivée. Le premier, j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo parce que je l'ai vu au cinéma, c'est Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. J'aime beaucoup Yorgos Lanthimos, j'aime beaucoup ses films plus bizarres que ceux, ouais, ils sont pas vraiment mainstream, mais disons que de Lobster je suis pas trop fan. J'avais beaucoup aimé Poor Things que j'ai pas noté si haut que ça sur Letterboxd, je lui ai mis 3,5, mais c'est pour des questions aussi d'adaptation par rapport au livre. Poor Things est vraiment génial d'un point de vue visuel, c'est hyper intéressant sur toutes les questions que ça pose. Ce qui m'a dérangé en fait dans le film, c'est que il a enlevé toute la partie du livre que j'ai pas lu mais que j'ai très envie de lire, mais
je sais qu'il y a une deuxième partie dans le livre où est remis en question le premier récit parce que c'est un narrateur pas si fiable que ça, et je trouve ça vraiment dommage de l'avoir enlevé du film ou d'avoir pas laissé 2-3 indices sur le fait qu'on aurait un narrateur non fiable. Je pense que ça aurait plus marché et j'aurais vraiment adoré, plus que tout j'aurais mis 5 direct parce que j'adore les narrateurs non fiables et que j'adore le cinéma de Yorgos Lanthimos. Donc j'ai vu Kinds of Kindness que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Il fait partie de mes préférés de l'année de loin. Il était vraiment trop bien. Donc c'est 3 courts-métrages en fait, avec les mêmes acteurs à chaque fois mais qui jouent pas les mêmes personnages. La deuxième histoire c'était génialissime, mais vraiment génialissime. Je vais vous lire un peu ce que j'avais mis sur Letterboxd parce que ce sera plus concis et mieux expliqué je pense. La première histoire c'est The Death of RMF qui s'attache à la question de vivre une vie dans laquelle on ne prend pas de décision, donc le fait de pouvoir laisser sa vie entre les mains de quelqu'un, la libération en fait que ça vous apporte et en même temps l'ultimatum dans lequel vous finissez par vous trouver quand vous ne voulez pas faire ce qu'on vous demande. C'est toute cette question assez complexe du libre arbitre et de jusqu'à quel point ne pas avoir de libre arbitre peut être réconfortant, jusqu'à quel point est-ce que le libre arbitre peut être désirable et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous ferait nous sentir bien dans notre vie d'avoir une liberté totale. J'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est pas mon préféré c'est le deuxième, RMF Flies. Celui-là, c'était génial. Je vous lis ce que j'ai écrit parce que je vais pas y arriver sinon. Tellement intéressant à lire du point de vue des relations hétérosexuelles. L'homme qui se nourrit littéralement de sa femme, qui tire sa force de sa faiblesse à elle, qui trouve insupportable l'idée que sa femme ait pu changer après avoir vécu un événement traumatisant. Donc on a tout ce regard masculin sur la femme qui change et la femme qui change hors de sa destinée de couple en fait. Donc qui change en tant qu'individu, qui affirme son désir qui n'est pas toujours un désir commun, mais qui affirme son désir avec une force complètement justement libératrice et libérée, et le fait que ça apparaisse aux yeux de l'homme comme quelque chose de complètement monstrueux. De toute façon, le désir de la femme comme quelque chose de monstrueux, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Je vais pas en parler pendant 3 heures, mais c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant à interroger, à étudier, etc. J'ai beaucoup aimé le fait aussi que, en même temps que la femme est dans un affranchissement total des contraintes du désir, donc qui est dans une affirmation totale de son désir, apparaît comme un être très robotisé et très déshumanisé finalement. C'est comme si d'une certaine manière, plus vous exprimez votre désir, plus vous perdez en quelque sorte votre humanité. En tout cas dans... Bon après faut voir le film. On peut le prendre aussi comme une réaction aux critiques qui ont été faites à Poor Things parce que on le critiquait pour le fait que c'était hyper sexualisé, et c'est une critique avec laquelle je suis plutôt d'accord personnellement. Mais on peut le voir comme une réaction aux critiques de ce film parce qu'ici on a une femme qui accepte tellement ses désirs sexuels qu'elle en devient quelque chose de vraiment déshumanisé et presque robotique. Et c'est peut-être aussi ce que les gens ont vu dans Poor Things, le fait qu'on avait une femme irréelle, presque robotique, dans le fait qu'elle répétait inlassablement ce même désir qui devenait vraiment étouffant dans le film et qui laissait voir un male gaze qu'on n'a pas toujours chez Yorgos Lanthimos et qui ternit un peu le film. Mais du coup ce serait intéressant je pense d'étudier ces deux aspects-là en parallèle. Je pense qu'on peut voir aussi dans la fin de ce court-métrage que je vais pas vous raconter, mais on peut y voir un parallèle avec 2 films que j'adore qui sont Le Bonheur de Varda et Mother de Darren Aronofsky, qui est un de mes top 4 films de tous les temps, voilà, tout simplement, qui est un film vraiment génial et extrêmement riche et à voir absolument dans sa vie, mais peut-être pas tout seul parce que vous allez peut-être être traumatisé. Mais on peut voir ce genre de fin qui met en lumière... Enfin bref, c'est vraiment passionnant, mais j'ai pas envie de vous raconter toute l'histoire, donc je vais pas m'étaler sur mes interprétations du film. Mais voilà, ce court-métrage était trop intéressant, pourquoi pas un jour je le regarde et je vous fais toute mon analyse sur ce court-métrage, juste celui-là. Mais pour l'instant déjà, allez voir Kinds of Kindness et ensuite on pourra en reparler. Le dernier court-métrage du film, c'est RMF It's a Sandwich, et là on a encore un peu un délire de secte comme dans le premier. C'est le plus drôle, je trouve, des 3. Enfin, c'est vraiment, on voit qu'il s'éclate. Il y a toute une ironie tragique, vraiment c'est trop bien. J'ai adoré le fait que dans les 3 courts-métrages, on avait, enfin moins dans le deuxième, mais dans les 2, on avait cet aspect sectaire, et surtout dans les 3, on a le motif des rêves et la question des rêves qui est vraiment explorée volontairement comme un aspect de la psychologie des personnages, comme quelque chose qui dit quelque chose du monde réel et donc qui n'est pas totalement détaché de la réalité. C'était hyper bien et c'est mon gros coup de cœur cinématographique de juillet, donc surtout allez le voir. Merci.
Ensuite, les 3 films que j'ai vus dans le cadre de 7 jours 7 films et qui sont des coups de cœur de ce mois-ci, c'est El Doctor de Susan Pitt, Carrie de Brian De Palma et Twin Peaks de Missing Pieces de David Lynch. Je vais pas en parler parce que j'en ai parlé dans ma vidéo et que ce serait me répéter. Et enfin, le dernier film qui a refait aussi mon mois de juillet, c'est Bébé colère, qui est un court-métrage que vous pouvez regarder sur Mubi ou sur YouTube. J'ai vu qu'il était disponible aussi. C'est un court-métrage qui est juste trop bien, je trouve. C'est très existentiel, très je fais quoi de ma vie, comment je vis avec mes souvenirs d'enfance, avec les traumas de ce que j'ai vécu, comment je vis avec ma personne et comment je fais pour exister sans me poser des questions tout le temps. C'est vraiment trop bien. Moi j'ai adoré, j'adore le côté un peu pas épileptique, psychédélique, un peu Gaspard Noé, vous voyez. Franchement j'ai adoré, je vous le recommande aussi à 100 000%. C'est trop bien et ça vous prend pas longtemps, c'est 15 minutes à tout casser, donc vraiment allez-y, c'est gratuit, c'est sur YouTube et vous me remercierez peut-être. Pour rester dans l'aspect un peu cinéma, j'ai vu un documentaire, c'est Mascu, qui est sur France TV et qui a été recommandé par Sophie Gliocas dans sa newsletter. Donc Sophie Gliocas, c'est une autrice de, je sais pas, young adult, quelque chose comme ça, quelque chose que je lis pas mais c'est pas grave. C'est une personne que je suis depuis très longtemps, depuis qu'elle a une chaîne YouTube qui s'appelait Tout est politique et elle faisait des vidéos un peu sur la pop culture et tout. Maintenant elle a un podcast, mais ce que je suis le plus c'est sa newsletter sur Substack et dedans elle parle d'écriture, elle fait ses bilans culturels du mois, j'aime beaucoup. Je trouve que l'application Substack est super bien pour lire des formats écrits un peu longs sans avoir à jongler entre 56 blogs différents. C'est une bonne application pour suivre un peu les écrits un peu plus longs des personnes que vous suivez sur internet et qui peut-être aiment écrire. Et du coup elle a recommandé Mascu, qui est une exploration dans tout simplement les cercles masculinistes, les workshops masculinistes, parce qu'il y a des hommes qui vendent des formations pour devenir un mâle alpha. C'est drôle et inquiétant à regarder. Ça vous confirme dans l'idée qu'on a encore besoin du féminisme au cas où il y en a qui en douteraient, mais voilà, c'était hyper intéressant, je vous le recommande si jamais c'est quelque chose que vous connaissez, pas plus que ça, juste vous savez qu'il y a des fous furieux qui veulent devenir des mâles alpha, qui leur dit que les loups-garous n'existent pas. Et on va finir avec la catégorie art. J'ai 2 choses dont je vais vous parler ce mois-ci. La première, c'est une expo que j'ai vue à Lausanne sur le surréalisme. C'était une expo où il y avait en fait un étage avec le surréalisme, vrai surréalisme entre guillemets, d'André Breton, etc. que j'ai adoré. Il y avait le jeu d'échecs des surréalistes, il y avait plein d'œuvres de femmes surréalistes qui est assez important quand même. J'ai beaucoup aimé, je vous mettrai des images. Et ensuite, il y avait un étage au-dessus sur le surréalisme contemporain qui était un petit peu moins bien. Je vous dis la vérité, que le vrai surréalisme. Mais vous me connaissez, je suis snob et je déteste tout ce qui est contemporain. Et ensuite, dans cette expo, il y avait aussi une expo générale où on est tombé dedans sans faire exprès parce qu'on s'est perdu. Et donc, il y avait plein d'œuvres aussi qui étaient trop bien, qu'on a vu de ce côté-là. Je vous mettrai de toute façon ce que j'ai aimé ici. Et j'ai posté sur Instagram quelques œuvres que j'avais préférées. Enfin, ma petite contribution artistique ce mois-ci, c'est que j'ai acheté 2 prints à ma tatoueuse. Ma tatoueuse qui a aussi fait ce t-shirt bref, voilà quoi, à la main. Et du coup, je lui ai acheté 2 prints, donc en fait, je vous mettrai son compte parce que je l'adore vraiment beaucoup. Et tout ce qu'elle fait correspond vraiment extrêmement bien à mes goûts, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Mais du coup, elle a fait un jeu de tarot, donc elle a toutes les cartes de tarot, il y a la version jeu de cartes et il y a aussi la version print où elle fait des grandes impressions de chaque carte de tarot et vous pouvez choisir celle que vous voulez. Personne ne va être étonné quand je vais montrer ce que j'ai choisi. Évidemment, j'ai pris le diable, voilà, vous pouvez vous moquer de moi. J'adore, c'est tellement mon style. Et ensuite j'en ai pris un qui a pas de titre, mais du coup c'est un peu la mort, voilà. Je vais bien hein, la plupart du temps. Mais j'aime trop ce qu'elle fait. Bon, en même temps, quand vous faites une thèse sur la décadence, vous vous doutez que j'ai des goûts macabres. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je le trouve trop beau, j'adore son style. Et ça me fait plaisir d'acheter des prints. J'aime trop acheter des petits trucs d'artistes. J'ai l'impression de faire ma grande contribution au monde de l'art. Et puis, c'est tout. C'est fini, c'était tous mes favoris culturels du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez aimé lire, voir, écouter, que sais-je, en juillet. Et on se retrouve bientôt.